Eh bien, bienvenue pour cette conférence autour de Batman, détective dans la nuit, animée par Alexis Nikolavitch, traducteur, scénariste, conférencier, petite conférence d'une heure et quart, et puis après un petit temps d'échange si vous avez des questions à poser. Savoir qui est le plus fort entre Batman et Superman, par exemple. Moi, j'ai un petit hypothèse. Voilà. Pour info, donc la conférence sera enregistrée. Donc, si jamais vous voulez poser des questions, votre voix sera enregistrée. Si jamais vous ne voulez pas, vous signalez au douteux personnage assis au premier rang. Et je laisse la parole à Jean-Marc Renaud, notre... Bonsoir. Cher élu, j'ai un élu qui est avec moi qui me soutient. Je suis votre élu à la culture, j'en suis très honoré. Chers Besonnaises et Besonnais, cher monsieur Nikolavitch, mesdames et messieurs. Avant de laisser place à la conférence intitulée Batman, un détective dans la nuit, permettez-moi quelques mots en guise d'introduction, ou tout du moins, ce que j'ai projeté personnellement. Vous n'hésiterez pas, cher monsieur Nikolavitch, à me corriger si nécessaire. L'exposition que nous venons de découvrir de l'autre côté nous a rappelé combien Batman dépasse la simple figure du super-héros. Né dans l'ombre, façonné par le traumatisme et l'exigence de justice, il s'inscrit, à mon avis, dans une tradition plus ancienne, celle du détective, de l'enquêteur solitaire, évoluant dans un monde où la vérité est souvent dissimulée derrière les apparences. C'est, je le crois, cette dimension que la conférence d'Alex Nikolavitch va peut-être explorer. Vous me direz après. Celle d'un Batman enquêteur, héritier du roman noir, attentif aux indices, à la psychologie criminelle et à la complexité morale de Gotham City. Derrière le masque et les gadgets, c'est bien l'intelligence, la méthode et l'observation qui fondent son identité. Je vous invite donc à prolonger votre immersion dans cet univers fascinant en découvrant une autre facette du mythe, celle d'un justicier qui avant tout cherche à comprendre. Je vous souhaite une excellente conférence en espérant que mes hypothèses se révèlent être exactes. Merci. Elles sont pires qu'exactes, elles constituent même un spoiler de ma conférence. Je suis horriblement vexé, forcément. J'ai réfléchi longuement quand même. Ah, mais vous avez tapé tout à fait juste. Donc en fait, vous avez eu le résumé avant même la conférence. Et je ne la connaissais pas, la conférence. Les voix des livres. Les voix des livres. Les voix des livres. Suara-suara buku. Gotham s'étend à ses pieds. Juché sur une gargouille, il scrute les rues, attendant qu'un crime se commette pour pouvoir bondir et redresser les torts. Son nom est Batman. En vrai, on sait que Batman n'existe pas, que c'est juste Bruce Wayne avec un déguisement, mais on va partir du principe que Batman existe, qui est un personnage, qui est un vieux monsieur en fait, parce qu'il aura 87 ans cette année, il ne les fait pas. Il suffit de voir les derniers films où il a la tête de Robert Pattinson, on ne dirait pas que Pattinson a 87 ans. C'est un personnage qui a une longue histoire, qui a des origines effectivement complexes, qui tirent leurs racines dans le roman noir et dans diverses choses du même genre, qui a connu un certain nombre d'incarnations, qu'on associe de nos jours beaucoup à la noirceur, à un côté très sombre, comme par exemple, là j'ai prévu pas mal d'images pour illustrer la conférence, qui est souvent associé aussi à des histoires très humaines. Quand on parle de Superman, on imagine des planètes, des gorilles géants qui balancent des bus à la tête, etc. Batman, on est beaucoup plus dans des histoires humaines, dans des histoires, des tragédies beaucoup plus personnelles. Il est lui-même né d'une tragédie. C'est un personnage qui, comme beaucoup de personnages de super-héros et de la littérature américaine, des cow-boys aux détectives, va aussi parfois penser avec ses poings. On pense à Mike Hammer, qui était un des grands détectives du roman américain, qui aurait d'ailleurs au départ dû être un personnage de bande dessinée et qui était trop violent pour les éditeurs de l'époque en 1942. Ils l'ont retoqué et Nick Spillane a fait un des détectives les plus iconiques de la littérature américaine, avec des titres comme J'aurai ta peau. Ça pose assez le décor. Mais Batman, ce n'est pas que ça. Il y a eu d'autres périodes, on va dire plus légères, notamment dans les années 50-60, où on a une autre facette du Batman. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a eu, alors,
On a eu la même chose en France avec ce qu'on a appelé la loi de 49 sur les publications destinées à la jeunesse. Aux États-Unis, ils ont eu le Comics Code. Alors là, on n'est pas encore d'ailleurs sous Comics Code, mais souvent sur les comics de l'époque, vous trouvez un petit code, un petit timbre avec un A, qui signifie que ça a passé un contrôle de censure, où il n'y ait pas de trucs trop horribles, pas trop de violence, etc. À une époque où, dans les années 50, les comics, quand on parle de bande dessinée américaine, de nos jours, on pense super-héros. Dans les années 50, il y a eu d'énormes... le public qui avait découvert les comics au départ avait un peu vieilli. Il y avait des choses plus adultes, mais le grand public autour n'avait pas pris conscience que les comics pouvaient devenir plus adultes. Et donc des choses comme les Contes de la Crypte, vous connaissez peut-être les Contes de la Crypte, au départ c'était un comics, qui a été interdit dans les années 50, suite même à une commission sénatoriale, enfin c'est monté très très haut. Et donc ça a signé le retour des super-héros, où là, avec les super-héros, on est dans de la violence un peu pour rire, on est sur des choses beaucoup plus irréelles et beaucoup moins effrayantes. Et ça a duré comme ça pendant un certain nombre d'années, ce qui fait que même Batman, qu'on considère comme un personnage très sombre, l'était un petit peu moins à certaines époques. Mais le Batman auquel vous pensez quand on vous dit Batman, c'est plutôt un personnage de ce genre-là. Alors, bien évidemment, j'aurais pu mettre aussi une photo des films. Il y en a eu suffisamment ces dernières années. Mais voilà, quand on pense Batman, on pense plutôt à un personnage assez imposant. On a aussi, là, avec la figure découpée ici, un Batman extrêmement classique. Et Batman, c'est plutôt ça, de nos jours. L'histoire commence il y a... Je disais 87 ans. Voilà, Batman apparaît en mai 1939. Je vous dis, là, le mois prochain, il a ses 87 ans. Sous les crayons de Bob Kane, qui est un dessinateur de comics qui n'avait pas encore fait grand-chose jusqu'à l'époque. Il avait fait beaucoup de travaux de commande, des genres de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'année précédente est arrivé un truc qui s'appelle Superman, auquel personne ne croyait au départ et qui a été un énorme carton. Donc, tous les éditeurs se sont dit, il nous faut notre Superman à nous. Pour la petite histoire, Superman avait été créé par deux gamins. Donc, quand ils arrivent à New York, Siegel et Shuster ont 16 ans. Ils amènent plein d'idées, dont celle d'un héros en juste corps qui saute par-dessus les immeubles, qui redresse des torts, etc. L'éditeur trouve ça ridicule, leur fait faire d'autres choses. Et là, par exemple, bon, on est sur Batman, l'apparition de Batman, c'est dans Detective Comics numéro 27. Et dans Detective Comics, on peut avoir ce genre d'histoire. Donc Slam Bradley, s'il y a des lecteurs de Catwoman parmi vous, c'est un personnage qui a refait une apparition il y a depuis une vingtaine d'années dans les comics de Catwoman, mais c'est un personnage qui a été créé par Siegel et Shuster, les créateurs de Superman, à un moment où on leur laisse tout faire sauf Superman. Donc ils font des histoires de robots, des histoires de détectives, très classiques, inspirées du roman noir. Simplement, arrive un moment où il y a un trou dans un magazine, National Publications, ça ne s'appelle pas encore DC Comics à l'époque, lance un nouveau magazine, Action Comics, en juin 1938, et un de leurs auteurs les plante. Il manque une douzaine de pages dans le magazine, et il faut que ça parte chez l'imprimeur. Donc l'éditeur est en panique, demande, et l'auteur qui leur a fait faux bond devait réaliser la couverture. Donc il leur manque un quart du magazine et la couverture. L'éditeur est en panique, demande aux jeunes Siegel et Shuster, qui sont des gros bosseurs, qui ont plein d'idées, et qui ont besoin de sous. Est-ce que vous avez une histoire pour les 12 pages? On a notre truc de Superman. Ah, votre merde, bon, on va la passer quand même. Et puis vous agrandissez une case pour nous faire la couverture et ça fera la blague. Et Action Comics est un des plus gros succès de l'année dans le domaine du comics, et dans les années qui suivent, tout le monde va copier ce succès. Et donc, Bob Kane, voilà, c'est le premier Action Comics, donc un an avant Batman, par Siegel et Shuster. Donc, dans l'année qui suit, Bob Kane, qui avait du boulot, mais qui voulait un succès pour vraiment s'installer dans le paysage, qui était d'ailleurs un bien meilleur homme d'affaires que Siegel et Shuster, qui se sont fait un peu escroquer sur l'affaire Superman, décide de créer un personnage qui va s'appeler Birdman, l'homme oiseau, et DC fait « ouais non, là ça se voit quand même ».
Et il propose un homme chauve-souris, Batman, qui ressemble pas encore à celui qu'on connaît, que DC n'accepte pas non plus. Il trouve le personnage ridicule. Et effectivement, là, j'ai pas retrouvé les croquis. J'avais pas de version d'assez bonne qualité pour pouvoir les montrer, mais les premiers croquis sont pas extraordinaires non plus. Il en parle à un type qui s'appelle Bill Finger, qui connaissait vaguement, qui croise dans une soirée. Et Bill Finger va lui inventer le Batman tel qu'on le connaît, en disant mais non, là juste un masque de Zorro avec des pointes sur les côtés, ça va pas le faire, et d'autres choses du genre. Il va vraiment donner une personnalité au personnage, il va lui donner un look. DC Comics ne saura pas pendant des années et des années que le co-créateur de Batman était Bill Finger. Ils n'apprendront cela que bien plus tard. Et pendant très longtemps, si vous allez voir sur les comics sur la table, normalement, la mention officielle, c'est Batman créé par Bob Kane et Bill Finger. Ça fait seulement une douzaine d'années que cette mention apparaît officiellement dans les comics. Bob Kane n'était pas, en dehors du fait d'avoir créé Batman, n'était pas forcément un type très très recommandable. Mais bon, il lance Batman et ça marche. La réflexion pour créer Batman va se faire sur plusieurs axes. Vous avez Superman, qui est un héros avec plein de pouvoirs, qui est dans des ambiances un peu de science-fiction, qui est un peu gauchiste au départ, parce que dans ses premières aventures, il n'y a pas encore de savant fou, de choses comme ça. C'est-à-dire qu'il va casser du patron voyou, des maris qui battent leurs femmes, des marchands de sommeil. Superman, à l'époque, en 38, il est woke, comme on dirait maintenant. Et c'est pas tellement les idées de Bob Kane qui va avoir un personnage beaucoup plus violent, d'une certaine façon, dans des histoires beaucoup plus noires, et qui va jouer vraiment, lui et Bill Finger vont jouer la carte de l'inversion. C'est-à-dire, Superman a des pouvoirs, Batman n'en aura pas. Superman est plutôt un personnage lumineux, solaire, on va faire des aventures de nuit, et comme ça, DC ne pourra pas nous reprocher d'avoir copié sur les petits camarades. Ils vont s'inspirer de pas mal de choses. Vous connaissez peut-être ce personnage-là, Dick Tracy, il y a eu un film avec Warren Beatty, il y a déjà longtemps, en fait, je me souviens de la sortie, mais bon, c'est là que je me rends compte que je suis vieux. Mais Dick Tracy, c'est vraiment un des gros personnages du comic strip. Alors Batman, c'est un comic book, c'est un magazine qui sort tous les mois avec entre 20 et 40 pages de bande dessinée. Dick Tracy, ça sort par bande quotidienne dans les journaux. Et donc, ils vont s'inspirer de ces ambiances-là. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Ils vont s'inspirer d'autres choses comme le Shadow. Donc le Shadow, c'est aussi un personnage important de la culture américaine, moins connu en France. Pareil, il y a eu un film avec Alec Baldwin il y a pas mal d'années qui est très sympathique, qui n'est pas un grand film, mais qui a une jolie ambiance. Le Shadow, qui au départ est un personnage à la fois de pulps, donc de magazines publiant des romans, et aussi de feuilletons radiophoniques. Il a été créé à la radio par un jeune gars qui n'était pas connu à l'époque, qui va lui donner son rire iconique, qui s'appelait Orson Welles. Vous avez peut-être entendu parler de ce gars-là, mais Orson Welles, un des plus grands cinéastes de son époque, a commencé par la radio, et notamment avec des aventures du Shadow. Il a deux visages, celui qu'il présente au monde et celui qu'il cache dans l'ombre. J'agis ainsi pour combattre mon côté malfaisant, mais je sais qu'il est encore en moi. Qui sait quelle force maléfique se cache dans le cœur des hommes? Le Shadow le sait. La première histoire de Batman s'appelle L'affaire du syndicat de la chimie. C'était à peu près le titre de la première aventure du Shadow. Je ne dis ça, je dis rien. Donc il y a vraiment du recyclage à fond. Bon, sachant que quand C.L. Shuster crée Superman, il crée l'image de ce surhomme en collant, mais ils vont s'inspirer aussi de personnages de science-fiction de leur époque, de mythes, de choses comme ça. Ils voulaient faire les Samson et Hercule dans notre époque, mais on peut trouver les sources de Superman dans le roman Gladiator, sorti en 1932, qui parle d'un homme doté de grands pouvoirs et qui doit un peu négocier avec, savoir ce qu'il va en faire, est-ce qu'il va passer du mauvais côté ou du bon. Et une des premières versions de Superman, faite 4 ans avant la sortie du magazine, montrait un Superman qui profitait de ses pouvoirs et prenait le pouvoir. Et à un moment, C.L. Shuster se sont dit, non, ça nous emmène un peu loin, on va plutôt avoir un personnage positif.
Donc le shadow va servir d'inspiration, donc justicier urbain, assez violent, qui surgit de la nuit avec une cape. Même la posture. Alors bon, la posture du shadow, on a vu jusqu'à présent, et que Bob Kane recycle dans un Batman, elle a été repiquée à Bela Lugosi dans un Dracula. Donc tout se recycle toujours. Hein. Et donc Batman au départ c'est ça, avec Bob Kane qui est un moins bon dessinateur que Siegel et Shuster, mais qui arrive à faire le job parce qu'il arrive à créer ces ambiances-là. Mais le mouvement de la cape, enfin il n'arrive pas à faire grand-chose, par exemple du mouvement de la cape de Batman, alors que Superman a une cape justement pour pouvoir créer le mouvement. Siegel et Shuster n'avaient pas prévu de cape à Superman au départ. C'est un moment quand il saute, quand il bondit, ils volent pas encore à l'époque, où ils s'aperçoivent qu'on peut faire des traits de vitesse, mais que ça leur semble pas joli. Donc ils vont mettre une cape, et les capes des super-héros viennent uniquement de là. C'est vraiment un artifice graphique qui permet de donner de la dynamique. Robin, tu t'en occupes. Roupine, que se passe-t-il? À la cape, mais arrête, tu vas la froisser. On voit bien que c'est pas toi qui repasse. Que se passe-t-il? Bon, Bob Kane n'a pas forcément compris ça, on n'a pas vraiment ce côté dynamique à ce moment-là. Accessoirement, les baleines de la cape de Batman sont aussi un truc qu'ils ont repiqué. Savez-vous à qui? C'est un type que vous connaissez. Très grand dessinateur par ailleurs. Et exactement. C'est les ailes de chauve-souris de Léonard de Vinci dans ses carrés de croquis font partie des choses qui ont inspiré la cape de Batman. En culture, de toute façon, tout se recycle toujours. Et donc, ils mettent en place ce personnage assez rapidement, ce personnage de playboy dilettante, milliardaire, enfin millionnaire à l'époque, hein, le dollar avait pas la même valeur que maintenant, qui va être dans des histoires de voyous dans les bas-fonds de Gotham City, donc c'est complètement inspiré du roman noir, qui est un personnage aussi, le côté du dilettante qui a une double vie. Ça, il a repiqué d'un roman de 1919. Je crois que vous en avez entendu parler aussi. Et ça, c'est un truc qui sera intégré par la suite. Pardon? Arsène Lupin? Arsène Lupin? Non. Non, bah non. Un type avec une cape noire qui est un gars un peu évaporé de jour, et puis la nuit, il a sa cape noire, et il signe d'un Z qui veut dire Zorro. Ça aussi, Zorro, c'était un roman au départ. Hein, Et puis, ils vont taper dans les histoires de détectives, parce qu'ils sont dans le polar et qui ne sont pas au départ dans des histoires tellement orientées sur la science-fiction, contrairement à d'autres comics de la même époque. Ce qui nous amène à nous poser une question. On a un sujet, quand on a discuté de monter cette conférence au départ, c'est l'idée du côté détective de Batman. C'est pas la seule facette par laquelle on peut aborder le personnage de Batman. Il y en a plein, mais vraiment le côté détective. Le détective d'anthologie, pour nous, c'est Sherlock Holmes. Et il nous pose un problème intéressant. Sherlock Holmes est anglais. Batman est américain. En Amérique, on parle l'anglais. Alors, si vous demandez à des Anglais, les Anglais disent « ouais, ça se dispute ». Et détective en américain n'a pas exactement le même sens qu'en anglais. C'est-à-dire que pour les Anglais, un détective, ben voilà, Sherlock Holmes, un dilettante qui vit dans son appartement au 221B Baker Street, qui va résoudre des enquêtes, parfois se faire payer pour, parfois pas, et qui va ridiculiser la police. Ça, c'est un des concepts de détective qu'on va revoir en Angleterre par la suite, alors, avec des personnalités différentes, mais Hercule Poirot, Miss Marple, ce genre de personnages-là, sont dans une continuité de ça. Détective aux États-Unis, c'est un grade de la police. C'est l'équivalent de notre inspecteur. Donc on n'est pas tout à fait sur le même genre de bestiaux. Ce qui pose d'ailleurs, et là ayant traduit quand même pas mal de comics, de polars, et notamment de quelques milliers de pages de Batman, c'est un problème qu'on se pose toujours dans ces cas-là, c'est comment on traduit détective. Il y a un double sens qui a son importance. Alors, le détective aux États-Unis, et là on a par exemple Dashiell Hammett avec le Faucon Maltais, donc un des classiques du roman noir, qui est à peu près contemporain, à 2-3 ans près, c'est contemporain de Batman. Là, il parle en fait de private investigator, d'enquêteur privé. Souvent, c'est PI, Magnum PI, private eye, l'œil privé, le type qui va fouiner.
C'est ça qu'on appelle, enfin ce que nous on appelle un détective. C'est très rarement, l'expression private detective existe aux États-Unis, mais c'est vraiment pas celle qu'on va employer le plus souvent. Et donc, un détective privé, pour ça, c'est un personnage qui se fait payer, pas forcément pour des enquêtes criminelles, quoique ça peut vite, dans le roman noir, ça peut vite vriller dans ces côtés-là, mais pour retrouver des personnes disparues, pour des histoires d'adultère, etc. Bon, retrouver des personnes disparues, ça peut être le boulot de Batman. Se mêler d'histoires d'adultère, pas forcément tellement. Truc amusant par rapport à Dashiell Hammett, parce que j'aurais pu citer Raymond Chandler, l'auteur du Grand Sommeil, mais Dashiell Hammett a fait de la bande dessinée aussi, et pas avec n'importe qui, puisque L'Agent Secret X9, c'est dessiné par Alex Raymond, le créateur de Flash Gordon. Et donc là, on est sur... c'est plus du récit d'espionnage, mais qui est vraiment dans des ambiances aussi gabardine, chapeau mou, les quais dans le port. On est tout à fait dans le même genre d'ambiance qu'on va avoir dans un certain nombre d'aventures de Batman. Batman, du coup, cette ambiguïté fait que Batman va souvent être traité par ses auteurs, et là on est dans les années 60, dans la fameuse série télé avec Adam West, il va être traité comme un auxiliaire de police, avec parfois, dans les comics, même un statut officiel. Dans Batman, dans les années 60, un statut officiel d'auxiliaire de police, en vertu d'une loi américaine qui fait qu'en cas de besoin, la police peut coller un insigne à n'importe qui. Par exemple, si on veut faire une battue pour des personnes disparues, eh ben, vous, toi, etc., vous pouvez être recruté par la police pour la durée de l'enquête comme, on dit, to deputize, faire de vous un adjoint de police, un adjoint de sécurité, comme on pourrait dire chez nous. Ça, c'est un truc qui existe dans la loi américaine. N'importe qui peut devenir un auxiliaire de police pour une durée plus ou moins longue, sans passer de concours, sans statut officiel, enfin sans statut plus officiel que ça, mais qui leur permet d'un certain nombre d'actes. Batman, dans les années 60, est détective au sens qu'il a ce statut. Il a même un téléphone rouge. C'est à la mode dans les années 60, depuis certains événements de 1961, qui est en contact direct avec le commissariat. Ce ne sera pas le seul moyen de contact avec la police. Le plus connu, c'est celui-ci. Donc le Bat-Signal, qui pour le coup a posé des problèmes aux auteurs, parce que très souvent, quand Batman a un statut officiel ou semi-officiel, qu'il va garder jusqu'aux années 70 à peu près, la police s'appelle Batman avec le Bat-Signal. Comme ça, de n'importe où dans la ville, il peut repérer le truc et venir sur le toit de l'immeuble. Sans griller les étapes, à partir du moment où les auteurs vont repenser ça, quel est le statut du Bat-Signal? Est-ce que c'est un acte officiel d'allumer le bouton pour allumer la lampe et appeler Batman? Vraie question. Dès lors qu'on fait de l'enquête criminelle et qu'on rentre aussi, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les aventures de Batman et dans un certain nombre de comics avec des aspects policiers, c'est ce genre que les Américains appellent le procedural, les histoires de procès et de procédure. Donc souvent on a des gens comme John Grisham ou des séries télé comme Ally McBeal ou toutes les séries basées sur des cabinets d'avocats. Les Américains sont très procéduriers, très judiciarisés. Donc, est-ce que, quand la police appelle Batman, si Batman a un statut à peu près officiel, c'est pas un souci. Si Batman n'a plus de statut, si Batman est devenu une espèce de légende urbaine, est-ce que la police reconnaît explicitement l'existence de Batman en allumant la lumière? Et ça, c'est un truc qui sera traité dans la bande dessinée. Dans la bande dessinée Gotham Central, qui ne suit pas Batman, mais les policiers qui sont dans la rue et qui mènent des enquêtes à l'ombre de Batman, les auteurs s'amusent à mettre en place un vrai cadre juridique au truc. Il y a une secrétaire qui a le droit d'appuyer sur le bouton et qui est une intérimaire. C'est-à-dire qu'elle ne travaille pas pour la police de Gotham, donc elle a le droit, si le commissaire lui demande est-ce que vous pourriez aller allumer la toiture, s'il vous plaît, elle y va, et la police n'a rien fait. C'est la secrétaire intérimaire qui n'est pas policière qui va appuyer sur le truc, et on peut appeler Batman sans reconnaître ni l'existence officiellement de Batman, ni reconnaître que Batman travaille pour la police une partie du temps. Donc ça pose ce genre
interroger la notion de détective dans ce contexte-là donne des choses un petit peu intéressantes. Revenons sur la police de Gotham. Pour qu'il y ait des histoires, il faut qu'il y ait des crimes. Si Gotham n'est pas Métropolis, la ville de Superman, c'est notamment parce qu'on nous la décrit généralement comme un antre de crime, un endroit super dangereux. C'est un peu le New York des années 60-70 qu'on voit dans les séries policières ou dans des films comme French Connection, où au coin de la rue, on peut se faire dessouder pour se faire arracher sa montre. C'est ce qui est à peu près arrivé aux parents de Bruce Wayne, de Batman. Dans un tel contexte, bah oui, Batman ne peut pas être tout le temps en train juste de courir après les voyous. Il y a aussi des policiers corrompus, et ça permet d'enrichir les choses, parce qu'il y a quelques policiers honnêtes aussi, dont le commissaire Gordon. Et là, on peut avoir des histoires qui ne se centrent pas seulement sur Batman, mais sur tout l'environnement. Et c'est ça qui rend, pour qu'un personnage tienne 87 ans comme l'a fait Batman, il faut qu'il y ait un environnement riche. Comme cet environnement reste quand même globalement cantonné à Gotham City, alors on a parfois Batman qui va aller en Écosse ou dans l'espace ou sur d'autres planètes ou en Amérique du Sud dans le cadre de certaines aventures, mais globalement, c'est des incidents. C'est pas le cœur des aventures de Batman. Il faut des choses, beaucoup de personnages secondaires, beaucoup de personnages récurrents, et puis des situations qu'on pourra exploiter parce que si vous êtes scénariste, que vous devez livrer 22 pages de Batman tous les mois, il faut les trouver les idées tous les mois. C'est écrivant en France de la bande dessinée, quand on fait un album par an, déjà on est content. Et c'est déjà du travail. Les gars doivent taper 22 pages tous les mois en se renouvelant. Donc, on peut avoir le Joker s'échappe de l'asile psychiatrique, mais on ne peut pas le faire tous les mois. Donc, il faut inventer de nouveaux méchants. Et puis, il faut parfois des histoires qui vont être à long développement. La corruption dans la police de Gotham. L'émergence d'un service, par exemple, de ripon, de choses comme ça, qui vont pouvoir occuper des deals avec certaines mafias, l'arrivée, mettons, de la mafia russe ou chinoise dans Gotham, qui va se mettre en cheville avec la police. Tout ça va donner à Batman de quoi enquêter et de quoi faire équipe avec le commissaire Gordon. Parce que Batman, qui est un chevalier solitaire, est en fait le moins seul il y a un personnage pas si seul que ça. Il n'est rien sans Alfred, sans le commissaire Gordon et sans tout un tas d'autres personnages du genre. Et parfois, relancer l'histoire, c'est supprimer Alfred, supprimer Gordon, supprimer les appuis qu'il peut avoir. Dans Gotham Central, par exemple, que je citais, à un moment, Gordon a été poussé à la retraite. Le nouveau commissaire n'a pas du tout les mêmes rapports avec Batman et va devoir apprivoiser cette relation compliquée sur laquelle il n'est pas forcément prêt. C'est-à-dire qu'il y a cette ambiguïté dont je parlais sur le fait Batman travaille-t-il vraiment pour la police et existe-t-il vraiment? Ce nouveau commissaire n'a pas forcément envie de rentrer dans un truc qui lui semble déjà mentir au public, qui peut l'amener à mentir sous serment, pourquoi pas, c'est quand même extrêmement grave dans ce cadre. Batman a besoin d'adversaires. Alors on peut avoir toutes sortes d'adversaires plus ou moins colorés, plus ou moins cocasses. Bon, le Sphinx, le Riddler en est un. On va avoir aussi des personnages issus de l'univers du cirque, des clowns méchants, on y reviendra, des hommes crocodiles, on a plein de choses du genre, des lutteurs mexicains sous stéroïdes. Je pense que vous voyez à peu près, si vous avez lu quelques aventures de Batman, vous voyez tout de suite des images nettes. Mais les personnages les plus inquiétants vont souvent, même si le Sphinx peut être assez rigolo, et au cinéma il avait été notamment incarné par Jim Carrey quand on faisait des caisses dans le délire, c'est aussi un personnage qui pose des énigmes, donc qui va jouer, qui rentre dans le jeu de Batman en disant tu te prétends plus intelligent, on va voir, il pose un certain nombre d'énigmes. Dans les comics, le Sphinx est un des rares méchants à avoir percé l'identité de Batman. Il s'est attaqué à l'énigme, il a trouvé. Au revoir Michel. Et bonjour à Bruce Wayne, le chevalier noir. Ta gueule Michel, on sait que c'est toi. Simplement comme, primo, lâcher l'information, ce serait mettre fin au jeu, donc ça l'intéresse pas. Et secondo, le Sphinx est quand même assez lâche. Et il se dit, si je commence à lâcher ce genre d'informations, je vais avoir de gros problèmes. C'est-à-dire que plein de gens vont me tomber dessus, c'est-à-dire que tous les amis de Batman vont me tomber dessus. Donc, je garde l'info pour moi.
Et ça permet de développer, de continuer les aventures. Mais ce qui pourrait être une pastille scénaristique enrichit en fait le personnage. Faut jamais oublier que, quelles que soient les aventures et la qualité des aventures, derrière il y a des auteurs qui se posent parfois des problèmes, comme je vous disais, des problèmes de production. Je dois écrire une histoire tous les mois, qui soit pas celle du mois précédent et qui soit éventuellement, si je peux y arriver, pas celle faite il y a 30 ou 40 ans par un autre auteur. Ou si je reprends l'histoire d'un autre auteur, je vais la réinterpréter d'une nouvelle façon. Donc voilà, je remettais un petit coup de Sphinx. Dans les sources, il y a le roman noir et il y a le film noir aussi qui va donner, je parlais un peu de la noirceur des planches de Bob Kane. On a par exemple Bat Whispers, film un petit peu oublié, dont on ne revoit maintenant que parce que c'est une inspiration de Batman, qui crée ce genre d'ambiance un petit peu gothique. Je reviens sur Dashiell Hammett, le détective, et pas forcément le type dans son bureau qui attend la femme fatale qui va lui demander d'enquêter sur son mari, Ça peut être aussi le Continental Hop, qui est un personnage créé par Dashiell Hammett, n'est pas Sam Spade, le détective privé du Faucon Maltais, c'est un agent d'assurance, c'est un détective travaillant pour une compagnie d'assurance, qui est un truc qui existe beaucoup aux États-Unis. Un détective, c'est ça aussi, pour les Américains. Donc, il y a des choses intéressantes de ce côté-là. Pour ceux qui ont vu le film, c'est aussi le métier que fait Sam Neill dans L'Antre de la folie de John Carpenter. Il est enquêteur pour une compagnie d'assurance. Et il y a tout un tas de métiers comme ça aux États-Unis qu'on n'a pas forcément en France, qui permettent aussi de rentrer dans des genres d'histoires un petit peu différentes. Parce que même dans les années 30-40, les auteurs se posaient la question de ne pas faire exactement la même chose que le voisin. Donc c'est un truc à jamais oublier quand on parle de culture. Bon, à tout seigneur, tout honneur. Je vous ai dit tout à l'heure, Batman a été créé sur une opposition. On prend Superman, on essaie de faire la même chose en faisant tout le contraire. Le Joker arrive au bout d'un an. C'est le premier méchant marquant. Il y avait eu un ou deux savants fous, mais qui n'ont pas forcément marqué, quelques voyous. Au bout d'un an d'aventure de Batman, le Joker arrive. Et le Joker n'a pas été créé par Bob Kane. Mais dans Batman numéro 1, donc Batman apparaît dans Detective Comics, au bout d'un an, ça marche tellement bien qu'ils vont lui donner un magazine à son nom, qui sera Batman, qui sera composé pour partie de rééditions d'aventures que les gens auraient loupées, et puis de nouvelles histoires. Et là, Bob Kane, qui est déjà pas ni un très bon dessinateur, ni un dessinateur très rapide, engage un jeune assistant. Savez-vous comment s'appelle ce jeune assistant? Jerry Robinson. Jerry Robinson. Jerry Robinson, qui est amateur visiblement de cirque, va créer en quelques semaines Catwoman, le Joker et un jeune acrobate, et il signe son forfait, puisque Robinson crée Robin, le jeune assistant. Mais non, mais Robin, ne prends pas comme ça! Il va signer ces planches. C'est les ambiances de travail dans la bande dessinée, quel monde merveilleux. Et donc, Robinson et Finger vont réfléchir à un adversaire intéressant à Batman, et vont repartir de ce même principe. Puisque ça a si bien marché, travailler sur l'inversion, et bien là où Batman est quand même un personnage un peu sinistre, on va faire un personnage beaucoup plus coloré, qui va être un grand méchant. Là où Batman est rationnel, on va faire un personnage fou, tout ce genre de choses, et ils vont créer le Joker. Et ne pas se rendre compte du tout de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'à la fin de la première apparition du Joker, à un moment, pour s'en débarrasser, on le pousse dans l'échafaudage, il tombe, crac, il est mort. Et là, l'éditeur fait « Mais vous êtes des bourricots. Vous avez un super personnage, là. » Donc, la planche est corrigée, même pas, je crois, par les auteurs. C'est avant même de paraître, juste quasiment chez l'imprimeur, on réécrit une bulle, genre au moment où il est embarqué dans l'ambulance, où le cadavre est embarqué dans l'ambulance, un des brancardiers fait « Oh, il respire encore !» Et ça permet de récupérer le Joker. Sauvé Sauvé par l'éditeur. Il faut bien que ces gens-là servent à quelque chose de temps en temps. Le Joker qui est français. Alors, l'homme qui incarne le Joker ici n'est pas français, c'est Conrad Veidt, grand acteur de l'époque, qu'on a vu aussi dans Casablanca. Le Joker est français parce que ça, c'est tiré d'un film qui a inspiré Robinson. Je pense que c'est assez clair visuellement. Il y a même d'autres cases qui sont encore plus claires où il avait des photos du film, il retravaillait d'après ça. Ça, c'est tiré d'un film de 1928 qui s'appelle L'Homme qui rit, qui est une adaptation de Victor Hugo. Vous ne pensiez pas que j'allais vous parler de Victor Hugo dans une conférence sur Batman, ni de Léonard de Vinci d'ailleurs.
Donc oui, on fait feu de tout bois pour créer. La création, c'est parfois, mais George Lucas, quand il crée Star Wars, fait aussi un mélange de tout ce qu'il aime. Et ça donne Star Wars, il arrive à en faire un truc qui semble nouveau et qui est nouveau parce que c'est cette combinaison d'éléments qui va être signifiante. Le Joker, qui est au départ un truc, on cherche un méchant de la semaine qu'on va tirer, qu'on va repiquer dans un film, va devenir l'adversaire emblématique de Batman. Mais là aussi, les méchants avec des tronches pas possibles, complètement bizarres, etc., c'est une idée qui ne vient pas complètement des auteurs de Batman. Je vous avais dit qu'on reparlerait de Dick Tracy. Ben ça, c'est une galerie de méchants de Dick Tracy. Donc des gens avec des têtes. Little Face Fini, la taupe, etc., etc. Et c'est même pas, j'ai même pas trouvé la liste des pires. Il y avait aussi Face de Prune ou des personnages comme ça. Pendant un certain temps, pendant toutes les années 40, on va être sur ce genre de choses. On commence à avoir des méchants un petit peu baroques, comme Catwoman qui apparaît vers la même époque, comme le Joker. La base de Batman, c'est vraiment les quais sordides dans le port de Gotham où il y a des trafics, où il y a éventuellement des espions nazis. On est dans les années 40. Enfin, quoique là, en mars 1940, les Américains ne sont pas encore en guerre. Mais par la suite, ça viendra. Mais dans les années 50, comme je vous disais, il y a un petit changement de braquet. Ces histoires très sombres ne font plus recette. C'est-à-dire que les lecteurs en redemandent, mais les autorités disent que c'est une mauvaise influence pour la jeunesse. Vous connaissez le discours, on a eu même pour les jeux vidéo qui rendent les jeunes violents, puis ça a été le rap. Dans les années 50, c'était le rock'n'roll. Le rock'n'roll, maintenant vous voyez, vous parlez de rock'n'roll à des jeunes d'aujourd'hui, il n'y en a pas 1 sur 10 qui écoute du rock'n'roll, pour eux c'est une musique de vieux. À l'époque c'était une musique de jeunes. Comme c'était un truc de jeunes, s'il y avait de la violence chez les jeunes, il y a toujours eu de la violence chez les jeunes, on a des textes de l'Égypte antique qui se plaignent de la violence et de l'irrespect chez les jeunes. Le rock'n'roll est la cause de la violence chez les jeunes, et les comics, avec tous ces personnages très sombres, est la cause de la violence chez les jeunes. Ça vient des travaux d'un psychiatre de l'époque, qui s'occupe de pas mal de délinquants juvéniles, et s'aperçoit que tous ces gamins lisent des comics. Il n'y a pas encore la télé à l'époque, où la télé était encore un loisir de riches, ça coûte une fortune en 1953, la télé. Donc forcément, des comics à 10 cents, ça ne coûtait absolument rien à l'époque. Donc c'est pas tous les jeunes délinquants qui lisent des comics, c'est tous les jeunes tout court qui en lisent. Et donc, les comics ne sont pas du tout une cause de délinquance, mais un bouquin sort, scandale, commission sénatoriale, les éditeurs qui commencent à prendre peur se dotent d'un organe de censure, se débarrassent de EC Comics, qui publiaient les magazines les plus litigieux et qui étaient ceux qui se vendaient le plus. Donc la mort de EC Comics a sauvé DC Comics et Marvel, enfin qu'ils n'appelaient pas encore Marvel à l'époque, mais qui avaient d'énormes problèmes de trésorerie, parce qu'ils se faisaient tailler des croupières par la concurrence. Donc dans les années 50, alors il y a quelques dessinateurs dont on peut retenir les noms, Dick Sprang, Sheldon Moldoff et autres, qui vont mettre en scène des machins vachement rigolos, parce que Batman, ils le prennent plus au sérieux, et on va avoir les trucs avec des machines à faire géantes, ou des roulettes géantes, il y a des histoires de caisses enregistreuses géantes. À un moment, il y avait tellement ce genre de truc dans Batman, qu'il y a une vingtaine d'années, un auteur a fait une histoire où des gars, une histoire dans un magazine Batman, où des gens retrouvaient la décharge où tous ces vieux trucs qui dataient en fait d'une exposition universelle avaient été entreposés, et on retrouve tous ces décors d'aventures pas possibles de Batman avec le Sphinx qui se plaint en disant on se marrait quand même vachement plus à l'époque. On avait là, regardez, il y a que des méchants psychopathes, même le Joker tue des gens maintenant, quelle dérision, quelle tristesse. Je préférais cette époque-là. Donc c'était peut-être aussi un message d'auteur qui trouvait que Batman était devenu un peu sinistre. Je parlais de voyage planétaire, il y a aussi du voyage dans le temps, on a des Batman à la cour du roi Arthur, Batman contre Cléopâtre, enfin tout, sauf des histoires de détectives. Donc je vois le bibliothécaire dans le fond, qui se dit mais je l'ai embauché pour me faire une conférence sur Batman détective. Et t'as l'impression que je t'ai escroqué.
Non, tu me fais confiance. Est-ce que tu as raison de me faire confiance? Telle est la question. On a le Batman zèbre. J'adore le Batman zèbre. Et voilà, et ça tiré de la série télé, enfin d'une animation promotionnelle autour de la série télé. Voilà, les années entre 66 et 69, Batman, c'est ça. C'est Robin qui fait « Oh, nom d'un petit bonhomme, Batman !» et ce genre de choses, et le Joker dans sa soucoupe volante, et ce genre de choses. Et Ertatit, je crois que c'est dans le film où Ertatit joue Catwoman, enfin, on vient dans un truc super pop, très amusant. Moi, j'aime beaucoup cette série télé. C'est très marrant, mais on a un petit peu dérivé par rapport au concept original de Batman. Les éditeurs de la vieille école, donc Julius Schwartz, qui est l'éditeur de Batman à l'époque chez DC Comics, sont un peu traumatisés par cette histoire de commission sénatoriale où il a fallu s'expliquer devant les autorités sur ce qu'il faisait, dont ils restent sur cette ligne-là. Puis un beau jour, ces gens-là prennent leur retraite. Les auteurs prennent leur retraite. Bob Kane, bon, qui est mort beaucoup plus tard que ça, mais ça fait à ce moment-là longtemps que Bob Kane ne dessine pas Batman. Comme il a mieux négocié son contrat que les autres, lui, il touche quand même quelques sous sur chaque aventure de Batman qui est publiée, donc il n'a même plus besoin de dessiner, ce qui l'arrange. Il y a des histoires là-dessus sur ses rapports avec quand il amène les planches signées de sa main qui ne sont pas de sa main. Et dans les années 70, on a une nouvelle génération d'auteurs qui, eux, prennent les comics au sérieux, parce qu'ils ont grandi avec, en fait. Quand Denny O'Neil arrive chez DC Comics, alors il travaille aussi un peu chez Marvel, lui, il a fait une école de journalisme, mais il aime les comics. Et il a envie de faire des comics intéressants. Et donc, il va ramener énormément de choses beaucoup plus sombres. Il va vraiment, il va coup sur coup réinventer Superman en se débarrassant de la kryptonite et d'un certain nombre de choses. Il va réinventer Wonder Woman en lui faisant perdre ses pouvoirs et en faisant des aventures kung-fu. Elle ressemble plus à Madame Peel dans les chapeaux melons et bottes de cuir qui cartonnent à l'époque. Il réinvente Green Lantern avec des histoires sur la drogue, sur la surpopulation et des choses très sombres. Et surtout, il travaille avec un très jeune dessinateur qui nous a quittés là, il y a 2-3 ans, Neil Adams, où là, on n'est pas tout à fait sur le même braquet en termes de dessin, qui va complètement, alors pour parler comme les jeunes de maintenant, il va plier le game, Neil Adams. C'est-à-dire que pendant toutes les années 60, le dessinateur de référence, c'était Jack Kirby, qui avait créé les 4 Fantastiques, Hulk, Captain America chez Marvel, mais qui avait commencé sa carrière dans les années 40 et qui avait un style un petit peu vieillot. Arrive Neil Adams, à partir de 68-69, tous les jeunes dessinateurs qui arrivent essayent d'être Neil Adams à la place de Neil Adams et n'y arrivent pas toujours. Donc d'un coup, les aventures de Batman, ça devient ça. C'est des choses, on revient aux choses plus sombres. Le Comics Code est en train de s'assouplir, justement parce qu'il y a un renouvellement des cadres, et puis que même au niveau des autorités, il y a des jeunes générations qui sont arrivées, qui prennent des décisions politiques. Ça permet d'assouplir les choses aussi. Donc là, on a le Man-Bat, Batman et l'homme chauve-souris. On a une chauve-souris homme. Là encore, le principe de l'inversion qui permet de créer des méchants intéressants. Donc là aussi, Denny O'Neil et Neil Adams. On a un Joker qui redevient beaucoup plus inquiétant. Et le Joker qui était tellement usagé qu'on ne l'utilisait plus beaucoup à ce moment-là, mais on va remettre en scène les vieux vilains pittoresques pour les noircir beaucoup plus. Donc le Joker, double face, qui était l'ancien procureur de Gotham. Donc là, on rentre aussi dans le procédural, ça permet des choses de ce côté-là. Et on crée aussi des ambiances, il y a aussi un côté plus second degré. Stop, que personne ne quitte ce magazine, il y a eu un meurtre. Et puis avec des personnages, on va réintroduire des personnages aussi, Jason Bard qui est détective lui aussi, on va revenir dans Detective Comics à des histoires de détectives, en se disant on revient à l'ADN du personnage. Puis il va créer un méchant qui va avoir son importance, qui est Ra's al Ghul. Donc ceux qui ont vu Batman Begins connaissent Ra's al Ghul, qui est un peu différent dans les comics, et qui est pour le coup un personnage censément immortel, qui est dans le terrorisme écologique. Donc ça c'est une préoccupation nouvelle, et ça permet des méchants plus intéressants que le simple braqueur de banque, d'autant plus intéressant que, bah oui, un terroriste écologique, il a peut-être des raisons, on peut critiquer les méthodes, mais peut-être qu'il faut l'écouter aussi sur ce qu'il a à dire. On ne peut pas simplement se permettre de le mettre en prison, surtout qu'un gars comme Ra's al Ghul, on ne le met pas en prison. Il a à son service une armée de ninjas,
on le tue, il ressuscite. Enfin bon, le truc, c'est pas, on peut pas le traiter comme le Joker. Truc intéressant, Ra's al Ghul est aussi un des méchants il a des moyens, il a le temps long. Il va trouver que Bruce Wayne, c'est Batman. Il va découvrir son identité. Truc intéressant, c'est un personnage qui va pas l'appeler Batman, parce qu'il trouve ça ridicule, et il l'appelle le détective. Genre, Batman débarque dans le repère de Ra's al Ghul. Vous verrez, on a plusieurs aventures où ça se passe comme ça. Ra's al Ghul se retourne et fait très flegmatique. Ah, le détective. Et donc là, on rentre dans cette idée qu'O'Neill a de ramener Batman vers des choses, enfin que Batman se serve de son cerveau plutôt que de gadgets, qu'il enquête, qu'il soit face à des méchants aussi intelligents que lui, voire plus. Ce Batman est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui utilise son cerveau au maximum et il utilise même son corps au maximum de ses capacités, mais il n'a pas le temps long qu'a un Ra's al Ghul qui est dans le circuit depuis 7 ou 8 siècles. Et Joker revient aussi à des choses beaucoup plus sinistres, des empoisonnements massifs. C'est des questions qui se posent. Il y a quelques affaires à l'époque criminelle de tueurs de masse qui vont employer des poisons, des choses comme ça. Et donc on va avoir des aventures où le Joker va diffuser des gaz qui vont figer les gens avec le rictus du Joker. Ça permet aussi des aventures rigolotes. Hein. Il y a une histoire de cette époque-là où les auteurs veulent un ton un peu plus léger. Le Joker va liquéfier son produit, va le mettre dans la baie de Gotham, et les chalutiers qui ramènent des poissons ramènent des poissons avec le rictus du Joker. Et le Joker fait, voilà, j'ai plus qu'à trouver un avocat, je fais déposer comme marque mon sourire, toute personne qui mange du poisson devra des droits d'auteur. Coup de génie. Et là, on a une histoire qui est à la fois plus légère et en même temps Batman prend très, très au sérieux, parce que est-ce qu'on sait si la consommation de ces poissons n'est pas extrêmement, extrêmement dangereuse? Donc on peut avoir le fait qu'on revienne à un Batman plus sérieux n'empêche pas des trucs un petit peu rigolos. Dans cette même histoire, justement, le Joker arrive chez un avocat, en disant qu'il faut un avocat, une pointure en droit de la propriété intellectuelle. Il débaroule avec costume, machin, ricanement chez l'avocat, qui lève la tête et fait « Oh mon Dieu !» Et là, le Joker se retourne en disant « Où ça ?» Et donc, on peut, et le Joker s'y prête bien, et le côté dangereux du personnage est contrebalancé par son côté parfois rigolo, mais on rit un petit peu jaune. Je vous parlais du Shadow, le truc, c'est vers cette époque aussi, où les auteurs de comics se disent, mais on peut revenir aux sources, on revient aux sources, revenons vraiment aux sources. Donc Denny O'Neil, avec un dessinateur qui s'appelle Michael Kaluta, un petit peu oublié de nos jours, et c'est très dommage, c'était un très très grand dessinateur, met en scène en bande dessinée, pour le coup, des aventures de Shadow. Et fatalement, à un moment donné, on aura un Batman contre le Shadow. Et il y a une logique de ce côté-là à opposer les deux personnages qui ont quand même un certain nombre, qui ont beaucoup de ressemblances. Le Shadow millionnaire, alors qui n'a pas les mêmes origines que Batman, mais millionnaire qui combat le crime, vêtu d'une grande cape noire, le visage un peu dissimulé, et Batman, mais ils ont quand même des différences de méthode qui font qu'ils ne font pas équipe aussi simplement que ça. Je disais que Batman va moins recourir aux gadgets, il va quand même recourir aux gadgets. On a cette fameuse ceinture, c'est plus tellement celle-là qu'il porte, mais avec les petits tubes dans lesquels on a tout un tas de fioles chimiques qui permettent de guérir les brûlures à l'acide, des diverses antidotes à des poisons, des réactifs pour repérer les empreintes digitales, des fumigènes, etc. Puis arrivent les années 80, et encore une nouvelle génération d'auteurs. Et là, Batman était redevenu plus sérieux, mais rentrait dans un univers où ils allaient facilement faire équipe avec Deadman, avec les Outsiders, avec des personnages quand même dotés de pouvoir et plus légers, et on a plein d'aventures de Batman dans l'espace. En 1986, alors que l'éditorial de DC est en train de repenser tout son univers, qui était devenu très science-fiction, très foisonnant, très complexe, ils ont un petit peu rebooté DC Comics à l'époque, et arrive un jeune homme un peu énervé, qui s'appelle Frank Miller,
que vous avez vu dans des films, parce qu'il a fait tout comme Stanley apparaît dans les films Avengers, Frank Miller est apparu dans Robocop 2 et dans Sin City. Il a écrit Robocop 2, où il se fait à chaque fois malmener par les héros, c'est assez drôle. Frank Miller, qui est connu à l'époque parce qu'il a repris Daredevil, là aussi un personnage urbain, moins détective parce que lui est avocat à la ville, et donc on est plus dans le procédural, mais il a repris Daredevil en refaisant un truc de roman noir. Et là, il arrive chez DC, il passe à la concurrence, c'est un gros transfert, et il y a un projet qui fait date, pour plusieurs raisons. Déjà, on a un auteur qui est déjà confirmé à ce moment-là, qui reprend un personnage de légende et va en faire quelque chose d'un peu nouveau. Sur un nouveau format aussi, toutes les couvertures que je montrais, c'est des couvertures de fascicules de 20 à 40 pages sur très mauvais papier. Là, on a un truc qui se rapproche un peu plus des albums européens. J'ai parlé de Léonard de Vinci et de Victor Hugo. Est-ce que je vous parle d'Astérix? Il y a un monsieur qui s'appelle René Goscinny, le créateur d'Astérix, qui était éditeur non seulement d'Astérix, mais aussi de Blueberry, c'est lui qui a lancé Philippe Dourier, est allé à la fin des années 70 aux États-Unis en disant ce serait bien, il y a un gros marché aux États-Unis, on va vendre nos albums. Les Américains ne comprennent absolument rien à Lucky Luke en disant mais c'est pas du western ça, et puis aux histoires de Gaulois, qu'est-ce que c'est? Alors, il ramènera pas tous les albums, pas mal de gens ont piqué les albums de Moebius et de Philippe Dourier, et on retrouvera du Moebius et du Philippe Dourier chez pas mal de dessinateurs de l'époque. Par contre, le format roman graphique, les Américains sont en train de réfléchir en disant le magazine qui, une fois retiré des stands, une fois retiré de la maison de la presse, n'est pas réédité en général. C'est un peu dommage. Il y a quand même des très bons trucs qu'on va parfois réimprimer, mais à nouveau sous forme de magazine. Ce format album qu'on peut vendre en librairie, que font les Français et les Européens, c'est pas mal. Dark Knight Returns, ce sera le premier album de ce genre-là, alors c'est souple, mais un album à dos carré, de 44 pages, une série en 4 tomes, dont il va complètement changer la physionomie, le temps que le marché américain digère ça va complètement changer la façon de vendre et de concevoir les comics aux États-Unis. Dans Dark Knight, alors Dark Knight Returns, je vous explique un petit peu l'histoire, ça fait 10 ans que Batman a pris sa retraite, mais Gotham, il avait pas mal nettoyé Gotham, dont il pouvait. Simplement, au bout de 10 ans, la situation a empiré, il y a des gangs de mutants qui rôdent dans les rues, et à un moment donné, le vieux Bruce Wayne, qui marche un peu sur une patte, qui a des comportements quand même inquiétants, il va faire des courses automobiles en poussant la voiture à fond, parce qu'il cherche à retrouver la sensation d'adrénaline qu'il n'a plus, à un moment, on va remettre le costume. Sauf qu'il va avoir un peu du mal, et surtout, la situation politique a changé aussi, et les autorités vont dire non, mais c'est terminé ça, le Batman auxiliaire de police, c'est fini. La police va commencer à courir après Batman, il va devenir un criminel comme les autres aux yeux de la police. Le vieux commissaire Gordon, qui essaye encore de limiter la casse, se retrouve assez vite dépassé et remplacé. Ça marche tellement bien, c'est tellement une date, que il a raconté la fin de Batman. L'éditeur va lui demander, et là pour le coup dans le magazine, mais ce sera très rapidement réimprimé en album, de raconter les débuts de Batman. Donc on a un Batman année 1, je pense qu'on va l'avoir sur table, ne serait-ce que dans les gros intégrales Batman Chronicles, où il reprend les origines de Batman en les plaçant clairement dans les années 80, dans un contexte ultra réaliste. Il dégage tous les trucs un petit peu cocasses, un peu rigolos, on rentre dans du vrai polar. Et on a un Batman, un jeune Bruce Wayne qui revient à Gotham pour venger ses parents, après avoir fait le tour du monde, et qui est traité d'une façon graphiquement, alors là, voilà, c'était des recherches de couverture par le dessinateur. Alors, Frank Miller ne fait que le scénario pour cet album-là, mais par David Mazzucchelli, qui était un très grand dessinateur, et un Batman qui se retrouve, donc on est sur un dessin beaucoup plus naturaliste, et avec un Batman qui se retrouve carrément en conflit avec la police. C'est-à-dire qu'on lui envoie le groupe tactique de la police aux trousses, donc c'est le GIGN contre Batman, dans certains des épisodes. Bon, ça ne s'appelle pas le GIGN aux États-Unis. Ça va conduire à repenser même Gotham City. Là, c'est un dessin d'un certain Anton Furst qui a fait les décors pour le film de Tim Burton. Donc, Batman Year One, c'est 87. Batman Dark Knight, la fin de Batman en 86. Batman Year One, qui permet de remettre Batman dans un contexte ultra réaliste, c'est 87. En 89, on réinvente Gotham pour la rendre extrêmement gothique. Donc, Anton Furst fait les décors du film de Tim Burton.
qui sont immédiatement recyclés dans les bandes dessinées, où Gotham va commencer à ressembler à ça, donc quelque chose de d'encore plus sinistre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les immeubles purement new-yorkais, on essaye de donner une identité visuelle à Gotham, de la détacher de la caricature de New York qu'elle était, surtout qu'on rentre aussi dans les années Giuliani, donc le moment de la tolérance zéro et du nettoyage, de la gentrification de New York, qui fait que ça change le visage de New York complètement dans l'autre sens. Bon, un Gotham gentrifié, ça ferait pas les affaires des auteurs de Batman, on est bien d'accord. Donc on va pousser Batman dans cette direction-là, et avec des histoires qui vont vraiment, pour le coup, se vautrer dans des histoires de gangs, de trafic, de disparition d'enfants, de choses comme ça, où Batman va vraiment devoir mener l'enquête et pas seulement secouer un peu un acolyte du Joker pour savoir où est-ce que le Joker a placé son repère ce mois-ci. C'est aussi le moment où on va donner un plan à Gotham, parce que figurez-vous que jusqu'au début des années 90, il n'y a pas de plan officiel de Gotham. Ça, on s'en est aperçu avec Xavier Fournier quand on a écrit le titre de Gotham. Bon, Gotham, dans les années 40, ça ressemble à quoi? Ben, on a cherché partout, on n'a pas trouvé. Dans les années 80, il y a un jeu qui a un plan absolument non officiel qui ne correspond pas exactement à ce qu'on a dans les comics. Les auteurs ont visiblement des listes de quartiers, savoir que tel quartier est un peu plus au nord que tel autre, mais c'est tout. Dans les années 90, on a un plan de Gotham City. Bon, ça s'essuie normalement des années 90. Il a évolué, il a été refait deux ou trois fois depuis, mais globalement, Gotham City a cette physionomie-là. Truc intéressant, quand on a fait le deal, on s'est pris la tête avec Xavier Fournier, parce que ça aussi, c'était dit nulle part. Et chapeau à Xavier qui a trouvé le truc, alors que moi je m'arrachais les cheveux, j'en ai déjà plus beaucoup. Vous connaissez New York, au moins par les séries télé. À New York, vous avez les avenues nord-sud et les rues plus étroites qui sont numérotées. Donc les avenues, 5e avenue, les bureaux de DC Comics, c'était pendant très longtemps 666, 5e avenue, avant qu'ils ne déménagent. Et les rues commencent à la pointe sud de Manhattan, première rue, deuxième rue, etc., jusqu'à 150, 200e rue, complètement au nord, dans le Bronx. Et on essayait de comprendre le plan, de savoir où situer les choses, et puis tel truc est plus au nord, mais c'est la 14e rue. Alors on se disait, d'accord, mais les auteurs se sont peut-être pas coordonnés, ils mettent des numéros de rue un peu au petit bonheur la chance, et nous on est peut-être un peu couillons d'essayer de donner une logique et une cohérence au truc. En fait, on s'aperçoit que certains auteurs ont une vision très claire de Gotham, et surtout, mais c'est jamais dit nulle part officiellement, Gotham, inversion, je disais tout à l'heure, bah ouais, la première rue à Gotham, elle est là. Et on débobine jusqu'au Tricorner, ou enfin à l'entrée du Tricorner, où on est sur la 180e ou 190e rue. Donc Gotham est inversé, est une vision en miroir de New York, avec une ambiance qui est celle du roman noir, mais aussi du gothique, parce que certaines aventures vont partir beaucoup plus dans une ambiance gothique, mais c'est une autre facette du Batman. Alors, après tout ça, on va revenir à ce qui fait de Batman un détective. Le plus grand détective du monde, comme le disent certains des autres super-héros et même certains de ses adversaires. Mais un détective d'un genre un petit peu particulier. Et surtout, c'est pas d'un claquement de doigts qu'on devient le plus grand détective du monde. On n'est pas dans Matrix où on peut se brancher, voilà, je veux les méthodes de détective. Très bon roman, digression parfaite, un roman de Georges Finger, qui est un roman cyberpunk, où un détective privé du futur se branche des personnalités de détectives de fiction pour résoudre une enquête. Et s'aperçoit que Sherlock Holmes est un type tellement désagréable que plus personne ne veut travailler avec lui, et donc il va falloir qu'il trouve le bon, et que Nero Wolfe non plus, et que Phil Marlowe, par contre, ça marche à peu près. Donc il va devoir s'entraîner au combat, parce que c'est quand même Batman, trouver les meilleurs maîtres d'arts martiaux du monde et s'entraîner avec eux pour arriver à leur niveau. Comme je disais, il pousse son corps au maximum de ses capacités. Il est temps pour Michel de rejoindre son entraînement, et pas n'importe où, dans sa salle de sport. Je réserve à Mâchoire d'Acier une véritable tornade. Mâchoire d'Acier est le véritable ennemi de Batman. Depuis sa défaite l'année dernière, Batman pense qu'à une chose, prendre sa revanche. Mâchoire d'Acier. Il s'entraîne dur alors pour ça. Rangez vos poings, bande de vermine. Mais aussi
trouver des capacités de filature, de retrouver des gens. Le travail d'un détective, c'est souvent de retrouver des gens, que ce soit des personnes disparues ou des criminels. Il va se rencarder auprès d'un certain nombre de détectives et s'apercevoir que ça ne suffit pas. Je vous parlais de Ra's al Ghul tout à l'heure et que vous aviez peut-être vu le film où il est incarné par Liam Neeson. Il y a un personnage qui s'appelle Ducard. En fait, Ra's al Ghul se fait passer pour Ducard dans le film. C'est un personnage qui est lié aux origines de Batman, mais qui n'a rien à voir avec Ra's al Ghul. Dans les comics, ce monsieur a effectivement des talents de détective, mais parce que c'est un chasseur de primes. Et un chasseur de primes qui travaille pas forcément pour les autorités. C'est-à-dire qu'il va être vraiment sur les gibiers extrêmement complexes. Donc, ça va être un des formateurs de Batman, ou le jeune Bruce Wayne, qui n'est pas encore devenu Batman, mais qui est en train de chercher petit à petit toutes les personnes qui pourront l'aider à devenir ce personnage invincible invincible ou presque qu'il est devenu, il va faire équipe il va être le jeune assistant de ce monsieur Ducard qui est français dans les comics, pendant un certain temps pour justement apprendre toutes les astuces de filature, de fouiller les dossiers, de fouiller les poubelles, pourquoi pas, d'interroger habilement les gens de manière à ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'on les interroge. Tous ces trucs qui sont utiles à un détective, et surtout à un détective comme Batman, qui va, quand il est en Batman, plutôt que d'interroger les gens, il va un peu les secouer, et normalement ça suffit. On va voir tout à l'heure que cette méthode ne marche pas à tous les coups, et qu'il y a aussi d'autres méthodes qu'il va employer. Batman va aussi se doter de véhicules. C'était Elwood Blues qui disait dans les Blues Brothers que la police ne se refuse rien. Ils ont les meilleurs moteurs, des très bons freins, des machines qui sont vaches de reprise. Il faut une voiture à niveau, qui va avoir des motos à niveau, plusieurs versions, parce que dans les années 70, on vient au réalisme. Voilà à quoi ressemble la Batmobile en 74, par exemple. Ils en sont assez vite revenus. La Batmobile d'origine, la deuxième. La première, c'était une Rolls, avec juste des phares un petit peu en mode Batman. La deuxième Batmobile des années 40, c'est celle-là, qu'on retrouvera juste dans les années 80, en se disant, Batman, pour impressionner, doit avoir pas mal de trucs à son nom, doit avoir une Batmoto, une Batmobile, un Bat-Signal, un truc qui soit Batman est devenu une marque. Une partie de sa puissance vient du fait, la dessin de Brian Bolland dans Killing Joke, qui est sur la table là-bas. Batman doit devenir une marque, parce que tout le monde sait qui est Batman, même vous tous. Si vous êtes venus, c'est que vous savez qui est Batman. Donc il va jouer cette carte-là pour être partout, tout le temps, et devenir cette présence que le fait que la légende de Batman fasse parfois le travail pour lui. Mais détective, c'est avoir des notions de physique, de chimie, pouvoir, sur un accident de voiture, déterminer quel était l'angle de la voiture, sur une tuerie au couteau, pouvoir déterminer quelle était la taille de la personne qui tenait le couteau en fonction des éclaboussures du mur et tout ça. C'est ça aussi le travail de détective, ce qui est maintenant plutôt un travail de police scientifique. Si vous allez voir un détective privé à Paris et lui demander, vous pouvez m'enseigner le coup des éclaboussures ou quelle est la mouche qui pond ses œufs 3 semaines après la mort des cadavres, le gars vous dira, non mais moi je fais des affaires de maris qui trompent leur femme, je ne sais pas le coup de la mouche. Batman doit savoir ça, c'est ce genre de détective-là. Donc il doit être toute la police, il doit être fort en arts martiaux parce qu'il doit être aussi bon que les gars du GIGN, que les groupes armés qu'il est amené à affronter. Il doit pouvoir faire la police scientifique lui-même, donc pouvoir analyser un impact de voiture, trouver quel type de boue et on trouve plutôt de quel côté. Est-ce que c'est plutôt dans le quartier industriel de Gotham, plutôt sur le champ de foire, plutôt au niveau du parc d'attractions. Donc retrouver ce genre de choses, examiner des indices dans un laboratoire, donc il a tout ce qu'il faut comme microscope. À une époque, dans les années 90, il avait non pas un, mais 2 ordinateurs Cray 2, qui étaient les énormes supercalculateurs qu'utilisait la météo à l'époque, qui maintenant sont moins puissants que votre téléphone. Mais à l'époque, c'était balèze. Qui lui permettait de faire des corrélations statistiques, ce que font les intelligences artificielles scientifiques, pas de ChatGPT, mais les vraies intelligences artificielles des chimistes, des astrophysiciens, etc., qui vont essayer de trouver dans des listes l'anomalie, la corrélation, les genres de choses, puis il va falloir faire des filatures. Mais un avantage qu'a Batman, c'est que moi, si je veux effectivement
je veux vous suivre dans la rue. Je fais 2 mètres de haut, on me voit de loin. En plein jour, c'est même pas la peine. Même de nuit, vous allez me repérer avant 300 mètres. Et si par contre j'ai été capable, je vous rassure, je ne le suis pas, j'ai le vertige, de sauter d'un immeuble à l'autre, là je pourrais vous suivre sans que vous me voyiez. Donc là, Batman a un avantage sur la plupart des détectives du monde. Quoique maintenant, je me suis laissé dire qu'il s'équipe de drones et tout comme ça. Même les couvreurs s'équipent de drones pour analyser les toitures, c'est une dinguerie. Il y en a un qui m'a fait le coup l'autre jour, j'étais waouh. Mais lui, il va passer d'un toit à l'autre pour pouvoir surveiller des lieux, des choses comme ça. Et puis parfois, il faut revenir aux bonnes vieilles méthodes. Aller secouer les suspects habituels, aller dans les bas quartiers, aller dans les casinos, aller voir les voyous et puis remonter la chaîne alimentaire. Et l'avantage qu'a Batman, j'en parlais tout à l'heure, quand Batman se pointe, le petit nouveau qui est en ville depuis 3 semaines, lui, il ne sait pas. Donc peut-être qu'il va faire le show face à Batman. La plupart des gars, à moins d'avoir vraiment l'habitude et d'avoir réussi à tenir tête une fois ou deux, mais même le pingouin, là, dit non, je m'en mêle pas, Batman impressionne et les gens vont lui lâcher des choses. Et puis, Batman ne peut pas toujours agir seul. Et on a ce personnage-là, Matches Malone, qui est un voyou, qui travaille, qui connaît un peu tout le monde dans le milieu, qui n'est pas tout le temps à Gotham, parce que c'est souvent un peu chaud pour lui, il a trempé dans des affaires, donc des fois il est à Salt Lake City, des fois à Los Angeles, mais il revient de temps en temps. Oui, un bon détective doit pouvoir faire des filatures en se déguisant. Matches Malone, c'est Batman. En fait, d'après un des comics, il existait un véritable Matches Malone qui a été abattu par un gang rival, qui avait à peu près la même stature que Batman. Il a repris le look et il a pu faire craquer les gens en leur faisant croire qu'il était revenu d'entre les morts, qu'il savait tout, etc. Les gars ont tout balancé, mais après ça, on se dit, Matches Malone est un personnage qui peut être utile et qui va réutiliser plusieurs fois. Donc là, on rentre dans les logiques d'infiltré. C'est-à-dire que là, c'est difficile pour un détective, quand on commence à être un peu connu dans le métier, faire de l'infiltration, on est connu, hop, une moustache, des lunettes, une coupe de cheveux, un costard de voyou, et hop, ça fait la blague. Je sais pas, je suis plus trop chaud là. Paul, tu veux être acteur, on est d'accord? Ouais. Tu veux faire du cinéma? Ouais. Ouais, putain, c'est chiant d'être mou comme ça. Tu veux faire du cinéma? Ouais. Voilà, donc on en passe par là. Qu'est-ce qui te bloque, s'il te plaît? Je sais pas, le costume. Il est très bien le costume, Paul. C'est le costume du film, c'est l'officiel, donc je vois pas. Tu vois, le personnage il est comme ça dans le film, Paul. Donc tu fais un effort, s'il te plaît, tu viens. Les gens ils attendent, on n'a pas que ça à foutre, d'accord? Allez. Oui, mais. Et une fois qu'on a fait toutes ces analyses, oui, il faut aussi à l'ancienne. Je parlais de corrélation établie par des ordinateurs, mais parfois il faut faire à la main, reconstituer, savoir qui est par exemple la famille Falcone, une des grandes familles mafieuses de Gotham. Qui est qui fait quel boulot, qui a tel rôle dans l'organisation, qui est le contact avec telle autre organisation, comme par exemple la famille Gazzo de Metropolis ou celle de la famille Vicky de Chicago. Tout ce genre de trucs, refaire des corrélations, c'est aussi ça le travail de détective. Commencer à faire son petit organigramme, ça se finit généralement, vous savez, par le tableau avec les post-it, les ficelles rouges, les punaises, etc. Bon, Batman est plus organisé que ça, son truc est plus propre, mais c'est de toute façon à peu près le même principe. Et puis donc des ordinateurs qui permettent d'avoir une base de données, de pouvoir faire des analyses. Ah mais machin a un cancer du cerveau, enfin il a des cancers, il a un cancer, tel tueur va être d'autant plus dangereux qu'il est condamné à 3 mois. Donc, qui va pouvoir faire n'importe quoi sans crainte du châtiment. C'est le genre d'analyse aussi qui va devoir se mêler. Donc, il est aussi très fort en médecine judiciaire, en analyse de sang, etc., qui va pouvoir mener, surtout, comme je disais, il y a les voyous, et puis parfois on a des mutants, des hommes crocodiles, des machins bizarres, des hommes d'argile qu'il va falloir analyser, trouver d'où vient l'argile, est-ce qu'elle est radioactive de telle façon, etc. Et il a l'équipement. Ça, c'est l'avantage. Comme disait Ben Affleck, le super pouvoir de Batman, c'est qu'il est riche, il peut se payer. Et comme se plaignait Jack Nicholson dans le Batman de Tim Burton, il disait, mais pourquoi c'est lui qui a les plus beaux jouets? Il y a un peu ce côté gosse de riche qui accumule dans sa piole tout un tas de bazar, quand même, dans Batman.
Et puis Batman n'est pas tout seul, je parlais de Robin tout à l'heure, on a des personnages comme Barbara Gordon, qui a des compétences en informatique que Batman n'a pas, qui est en plus un personnage intéressant au départ. Barbara Gordon, dans les années 60, donc fille du commissaire Gordon, qui, dans le dos de son père, était Batgirl. Dans les années 80, à cette époque de grand nettoyage, où les auteurs et les éditeurs veulent retirer les côtés qu'on considère un petit peu comme un peu ridicules, vont se débarrasser de Barbara Gordon. Elle va être blessée, confinée, elle ne pourra plus jamais remarcher, etc. Et un certain nombre d'auteurs se disent, mais c'était quand même un personnage qu'on aimait bien. Et puis, c'est intéressant, quel mot j'ai employé tout à l'heure? Oui, inversion. De se dire, voilà, dans une histoire de super-héros où c'est des grands gaillards avec des bras et des cuisses qui sautent par-dessus les immeubles, un personnage de femme intelligente, cloué dans un fauteuil roulant, en faire un personnage positif et intéressant. À partir du moment où il commence à développer le personnage d'Oracle, Barbara Gordon, dans sa nouvelle incarnation dans les années 90, elle devient, à mon sens, un des meilleurs personnages de DC Comics, parce que justement, elle met son intelligence au service de Batman et puis de causes plus personnelles, de la Ligue de Justice aussi, et ainsi de suite. Et elle va être dans des enquêtes où elle va utiliser à fond le piratage, tous ces trucs. On n'a pas forcément les aventures de Batman, parce que c'était pour le coup un peu de la science-fiction, mais je vais pirater les caméras de sécurité de la banque, retrouver les trucs, pouvoir suivre la surveillance comme ça des méchants grâce à l'informatique, ce qui permet en plus toutes sortes de questions morales. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Elle qui en plus avait fait des études de droit, avait un père commissaire de police, est-ce qu'elle peut s'asseoir tout à fait sur la procédure comme ça? Toutes ces questions-là sont aussi évoquées dans les comics. Alors, plus ou moins finement suivant les auteurs, mais c'est des personnages qui permettent ce genre de choses. Tout ça nous permet d'avoir un univers extrêmement riche, avec toutes sortes de vilains farfelus, mais qui permettent de mettre, parce qu'il faut aussi, le problème c'est que Batman est surentraîné, il a des moyens extraordinaires, il faut arriver à le mettre en difficulté. Bon, avoir un Solomon Grundy beaucoup plus fort que lui, un Joker complètement imprévisible, un chapelier fou qui a des chapeaux qui permettent le contrôle mental, permettent quand même de mettre un petit peu Batman en difficulté, lui donner un petit peu du mal. Qu'il ait vraiment besoin de sortir toutes les capacités de ses trésors d'ingéniosité, de matériel, de connaissances pour pouvoir les attraper. Un point aussi sur Batman, alors qui au départ était quelque chose qui, dès les années 40, quand les éditeurs s'aperçoivent que c'est plutôt des jeunes garçons qui lisent Batman, on va retirer les flingues. Au départ, Batman a un flingue et n'hésite pas à s'en servir. Tue ses adversaires dans les problèmes. Il tue le Joker, par exemple. Jusqu'à un moment où on se dit c'est peut-être pas une bonne idée de se priver d'un bon méchant. Le Comics Code en 54 fait que les super-héros ne se servent plus d'armes, et ce sera globalement le cas jusqu'en 74, 20 ans plus tard, quand Marvel introduit le Punisher, qui au départ n'est pas un héros d'ailleurs. Mais Frank Miller, qui donc relance Batman dans les années 80 avec Dark Knight, fait ceci, c'est l'arme de l'ennemi. On n'a pas besoin, nous ne l'utiliserons pas. Et ça, c'est un truc qui est important, qui est une des choses qui définissent Batman. C'est-à-dire qu'il a suffisamment de moyens pour pas avoir besoin de se servir d'armes à feu. Et ça, c'est quelque chose qui l'amène à se servir de son intelligence, à être un meilleur détective. Il peut s'en tirer ça. Ce qui est très rigolo, c'est que Frank Miller a flirté à des moments, il y a eu des traumas chez lui, il a été braqué à New York, il y a eu le 11 septembre, donc il y a un moment, il a flirté avec des idées quand même un peu d'extrême droite, avant d'en revenir un petit peu. Mais il y a un truc sur lequel il ne cède pas, c'est ce truc-là, de se dire, voilà, les super-héros doivent représenter autre chose que juste des types avec des flingues. Quand il écrit le Punisher dans Daredevil, il en fait un personnage extrêmement ambigu. Il va vraiment travailler sur ce truc-là, et quand son Batman jeune affronte les forces de police, c'est d'autant plus important qu'il n'aille pas se compromettre avec les armes à feu pour ne pas risquer de tuer un flic, ce qui détruirait toute relation de confiance qu'il pourrait créer avec eux par la suite. Donc ça, c'est un truc intéressant qui est absolument compliqué à entendre pour les Américains d'aujourd'hui, où il y a vraiment une tension sur le contrôle des armes. Miller, 3 ans avant ça, avait fait aussi un épisode de Daredevil, le 191, qui est sans doute la chose la plus intéressante écrite dans un comics sur le contrôle des armes et
ce que la possession et le culte des armes font aux gens. Avant même de tuer des gens, ça leur fait des trucs dans leur tête, et Miller, qui est parfois très bourrin, écrit extrêmement bien ce genre de choses, et arrive à le mettre en scène de façon extrêmement intéressante. On arrive à peu près... Oui, j'ai pas trop débordé. Pas trop. J'avais promis de pas trop déborder, mais j'ai presque pas débordé. C'est votre faute, en fait, vous m'avez gratté 10 minutes au début. C'est très bref. J'ai une réputation de discours très court. Oui, moi j'ai la réputation totalement inverse. Donc, si je peux trouver un bouc émissaire, merci. Merci à vous. Donc Batman, on l'a vu, c'est un personnage dont on a pris un angle. Alors, comme j'aime bien tricher, on a pris un angle, c'était celui du détective, et puis j'ai fait quand même pas mal de pas de côté tout autour. Mais c'est un personnage, voilà, on a là une série, on a, je sais plus, une trentaine de bat-logos de diverses époques, avec le tout premier, puis des choses beaucoup plus récentes, même ceux des films de Nolan, ceux de diverses périodes. C'est un personnage qui est multifacette. Pourquoi Batman est aussi un personnage intéressant, c'est qu'au bout de 87 ans d'existence, si j'ai envie d'écrire, si jamais on me recrutait pour écrire Batman, ça n'est pas encore arrivé, c'est pas faute d'avoir essayé. Si j'ai pas envie d'être dans un truc super sombre et que je veux faire un truc un peu rigolo avec un Batman à bicyclette ou un truc comme ça, je peux. À charge pour moi d'écrire, de justifier suffisamment ça bien dans l'histoire pour que ça passe. Mais je peux faire des Batman un peu cocasses, je peux faire des Batman extrêmement sérieux, des Batman de science-fiction, des Batman plongés dans une histoire de gang ou dans des trucs très très sombres, ça marche. Batman est un personnage qui a été tellement repris, tellement de fois et par tellement de gens, que là par exemple, on a un Batman, je crois que c'est par Darwin Cook, ici, qui avait travaillé sur le dessin animé des années 90, qui cherche, est-ce que le logo de Batman, on le met dans l'ovale jaune ou pas, qui est une création des années 50, justement, parce qu'il fallait que Batman soit moins sombre. Est-ce qu'on revient sur les jeux d'ombre, sur comment on met en scène ce genre de choses? On peut avoir des choses par d'autres dessinateurs, un Batman un petit peu plus racé, un peu plus réaliste. Tout est possible. Avec une ceinture gadget à poche, ça a été très à la mode, ceux qui ont lu des comics dans les années 90, vous savez que tous les héros avaient ce genre de ceinture à poche partout, on ne savait pas ce qu'ils foutaient dedans. Mais un Batman tout de suite beaucoup plus sombre, beaucoup plus inquiétant. Celui-ci est plus sombre, mais plus sympathique aussi, même quand il fait la tête, il a un côté plus cartoony. On a toutes ces versions-là, on a eu des Batman en armure. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas le vrai Batman. C'est justement, Bane a cassé le dos à Batman, il faut que Batman se fasse remplacer par un type qui est balèze, mais qui se dit, j'ai peut-être pas le niveau, qui a une armure, qui a un conditionnement dont les prouesses physiques sont dues à un conditionnement mental et pas un entraînement d'une autre nature. On a eu ce genre de Batman-là dans les années 90. Années 90, plein de petites poches partout, comme je disais à l'instant. On a eu des Batman beaucoup plus racés, beaucoup plus fins, avec des aventures, là, pour le coup, assez rigolotes, où on revient, il y a un moment, un cirque du crime, avec un homme crapaud et des choses comme ça. Même si les histoires peuvent être assez sombres, on revient à des méchants vachement rigolos. Dessinés par l'Écossais Frank Whiteley, super dessinateur, très peu rapide, donc il n'a pas fait beaucoup d'épisodes, hélas, mais ces épisodes sont vachement bien. Plus récemment, ça c'est la version actuelle, une version où ils ont rebooté Batman l'année dernière avec Absolute Batman, en se disant, mais est-ce que, il est milliardaire, il a du pognon, il peut avoir tous les gadgets, c'est un peu facile. Que serait Batman s'il était ouvrier en bâtiment? Mais du coup, on a un Batman qui est master, qui est extrêmement massif. Comme détective, il est un petit peu moins bon, on va pas se mentir, mais qui permet de se dire, voilà, alors, combien de temps durera cette version de Batman? Difficile de le dire, chaque fois qu'on fait des relances comme ça, en imaginant que serait Batman autrement. Ah oui, j'oubliais de dire, ce Batman-là, c'était pas non plus, il est moins massif que Bruce Wayne, parce que ce n'est pas Bruce Wayne. Sous le masque, c'est Dick Grayson, le premier Robin, qui travaille avec ça dépend comment on compte, mais on va dire le 4e Robin. Donc on a toutes sortes de versions. Là, je reviens, alors, le Batman le plus classique pour moi, mais ça c'est peut-être parce que j'ai grandi dans les années 70, alors que pour moi le Batman le plus classique c'est celui de Neil Adams. Mais chacun, en fait, là je me suis là pour me faire plaisir, chacun peut avoir le Batman qui lui plaît.
un Batman plus massif, plus anguleux, plus souriant, plus rigolo même, ou beaucoup plus sombre et torturé. Mais c'est un personnage qui est extrêmement riche, 87 ans d'aventure, bon, qui parfois se répète un petit peu quand même. Je disais, les auteurs se prennent la tête pour essayer de pas se répéter. Ça arrive toujours un petit peu. C'est pour ça qu'ils sont amenés d'ailleurs à le rebooter de temps en temps en disant, voilà, il y a beaucoup de bagages, on peut refaire classe nette, repartir à zéro. Le Absolute Batman que je vous montrais à l'instant en est un exemple. Mais il est reparti pour un tour, on aura de nouvelles aventures. Et je vous encourage à jeter un œil sur les tables et dans les rayons de la bibliothèque, où ils en ont plein. Enfin, on m'a confié tout à l'heure qu'en fait, ça marche tellement bien qu'ils en ont pas tant que ça. Parce que tout le monde emprunte du Batman par peut-être 12. Même toi, je t'ai vu, t'en as pris un dans ton sac. J'en ai pris 4. 4, vous voyez, c'est ta faute. Il en reste encore un petit peu, et de toute façon, il y a une table avec notamment la Urban Comics a lancé les Batman Chronicles qui reprennent par ordre chronologique les aventures de Batman à partir de 1987 et justement sur démarrage par Frank Miller avec les nouvelles origines de Batman, où vous avez pas mal de très très bons épisodes. En tout cas, beaucoup d'épisodes que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, on va peut-être passer le micro. Oh, pas quoi. Si. Oh. Si tu me fais les yeux de Bambi, alors. Oui, Alex, merci beaucoup pour cette conférence. Moi, ce que j'aime dans Batman, c'est qu'il est toujours sur le fil du rasoir. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de Batman et de la santé mentale? Ah, Ça sera pour une autre conférence, je pense. oui, il y en a pour 2 heures. Ah mais, bon, non, mais vite fait. Mais ça, c'est un truc, justement, Frank Miller réintroduit ça, c'est-à-dire que Batman qui craque, parfois c'est arrivé, depuis les origines, il est arrivé parfois qu'il se retrouve un peu sous pression. Mais le Batman qui est sur le fil, dont on peut se demander s'il n'est pas en train de vriller complètement, c'est un truc que Frank Miller ramène à fond à partir des années 80 et du Dark Knight, où tout le monde se pose la question, genre, il est devenu complètement fou, il est trop vieux, il est trop, enfin, puis il est devenu plus violent, enfin, le truc. Et c'est un type qui s'isole, qui est pas très bon en communication. Il y a un domaine dans lequel il communique très mal, et il est souvent fâché avec Alfred, avec Dick Grayson, avec les autres, parce que il préférerait être seul et ne pas mettre en péril la vie de gens qu'il aime. Et comme il est un peu manche en communication, il se retrouve parfois isolé, et c'est les moments généralement où il va se faire vaincre par les adversaires. Je montrais l'image avec Bane. Bane arrive à abîmer Batman parce que il a méthodiquement organisé la mise sous pression de Batman, qui ne sait plus où donner de la tête, qui ne dort plus, déjà qui dort pas beaucoup, qui s'isole de ses amis, et qui finit par faire n'importe quoi et devenir vulnérable et peut se faire briser le dos. Bon, généralement, c'est quand les autres réussissent à atteindre un nouveau Batman et à lui faire comprendre que il n'est pas tout seul. Là, on pourrait presque citer Jacques Brel. Je vous l'avais pas encore fait aujourd'hui. T'es pas tout seul, Bruce. Non, Bruce, t'es pas tout seul. C'est là que Batman peut reprendre du poil de la bête et redevenir efficace. Le Batman solitaire et la plupart des auteurs qu'il traite est une impasse, et c'est quelqu'un qui va pas bien. Qui en général, s'il s'isole, c'est qu'il va déjà pas bien. Plus il s'isole, moins il va bien. Ça ne se finit jamais bien. Donc ça, il y a un vrai sujet là-dessus, et c'est une question qui se pose, mais globalement depuis Frank Miller et Dark Knight en 86. Merci beaucoup. Batman, c'est également un personnage qui utilise la surveillance globale, qui utilise une violence qui est illégitime. Est-ce que vous auriez des œuvres à recommander, des arcs de Batman qui remettent en question donc, le système de Batman et qui critiquent ses méthodes et qui rappellent que ce qu'il fait est avant tout illégal et particulièrement immoral quand il tabasse des gens jusqu'à vraiment les mettre dans le coma? Alors, il y a un truc que j'ai cité tout à l'heure qui est Gotham Central, où effectivement, Batman, il fait quelques apparitions, mais il n'est pas le sujet. En fait, il devient un arrière-plan. Donc, dans Gotham Central, on a 4 tomes où on suit les aventures d'une unité spéciale du commissariat qui s'occupe des crimes majeurs, donc les tueries de masse, mais qui se retrouve aussi, par la force des choses, être l'unité de référence sur les super-vilains. Et qui, eux, justement, peuvent développer ce discours-là. C'est-à-dire qu'on a plein d'aventures dans le run de Grant Morrison, mais même avant, dans les années 90 et 2000, il y a No Man's Land, où Gotham est coupé du monde, et où là doit se réorganiser la vie là-dedans, où
Batman est un peu mal vu parce qu'on le considère comme un peu responsable aussi de tout ça. Juste après, lors de la reconstruction de Gotham, au moment où prend place Gotham Central, on a un certain nombre d'histoires écrites par des auteurs comme Ed Brubaker ou Greg Rucka, qui sont justement des auteurs de polar à la base, et qui vont jouer sur ces choses-là, sur ces questionnements-là. Mais je vous dirais que Gotham Central, c'est le plus directement intéressant. C'est des choses qui sont souvent évoquées, mais qui font rarement l'objet d'un arc global centré là-dessus. Généralement, quand c'est l'arc global, va être sur la dégradation de Batman qui commence à faire n'importe quoi, qui est quelque chose qui revient un petit peu fréquemment. Et avec les questions de remplacement, par exemple, à l'époque où c'est écrit par Scott Snyder, et non pas Zack Snyder, à un moment où Batman est remplacé par le commissaire Gordon dans une armure en forme de Batman, qui est intégrée pour le coup de façon beaucoup plus proche à la police, et où ils essaient de le ramener parce que justement la dépendance envers Batman met les policiers aussi dans une mauvaise posture. Donc c'est souvent sur cet angle-là que ça va être traité. Et c'est de toute façon un sujet seulement depuis les années 80 et 90. Il y a aussi The White Knight qui est sorti là, qui traite de ces sujets justement. The White Knight qui est vraiment intéressant. Je crois qu'ils sont à la bibliothèque, je les ai pris, je les ai empruntés ici. Et il parle de ça en fait, il y a une inversion justement où c'est le Joker qui a un traitement et qui est du tout fou, et qui devient maire de la ville, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et du coup Batman, ça devient un peu le méchant du livre en fait. Alors, sachant que... c'est vrai que j'ai pas pensé à White Knight parce que c'est c'est ce qu'on appelle une histoire parallèle. C'est-à-dire que vous achetez votre magazine de Batman tous les mois, vous avez la suite des aventures du mois précédent c'est rebooté, par exemple, vous preniez un numéro de 2002, c'était globalement la suite des épisodes imprimés depuis 1987 et le précédent reboot. Puis ils ont rebooté en 2012 et encore un peu, même si c'est un vrai faux reboot, plus récemment. De temps en temps, des auteurs vont sortir une série ou un épisode qui va être un autre Batman. C'est-à-dire que par exemple, on avait Mike Mignola dans les années 90 qui nous fait Batman vivant en 1890 et qui combat Jack l'Éventreur. On a eu plusieurs versions de ce genre-là, et White Knight est une version par Sean Murphy où effectivement il part de ce principe que le Joker a été guéri et va faire grosso modo le procès de Batman en disant voilà, est-ce que ce gars-là m'a pas complètement enfoncé dans ma folie par ses actions. Comme je disais, le Sphinx par exemple, lui se trouve très bien de combattre Batman, quitte à perdre. C'est un jeu intéressant, c'est un défi. Le Sphinx n'a pas tellement d'adversaires à sa mesure en dehors de Batman, de gens aussi intelligents que lui. Le Joker, lui, est dans la folie. Et sur un certain nombre d'histoires du Joker, et notamment, oui, il y a en filigrane, c'est aussi le Killing Joke d'Alan Moore qui pose un peu ce genre de questions sur qu'est-ce qu'aurait pu devenir le Joker dans d'autres circonstances. Comme il disait, ce qui nous sépare, vous et moi, c'est une seule mauvaise journée. Le Joker, ne comprenant pas que Batman a vécu une très mauvaise journée et que c'est pour ça qu'il est devenu Batman et que la nuance se situe ailleurs. Mais dans White Knight, oui, le fait que ce soit une histoire parallèle, le fait que je n'avais pas cité, mais qu'on aurait pu le citer, parce que ça... et pour le coup, comme l'histoire a bien marché et posait des problèmes intéressants, il y a eu plusieurs suites qui développent complètement ce contexte. Et qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où Batman a créé un précédent, où il faut reconstruire une confiance et une manière de combattre le crime sans les outrances du Batman. Je pensais que l'origine story de Batman avec ses parents morts tués par un malfrat dans une ruelle sombre, c'était quelque chose qui était là depuis le début, mais si j'ai bien compris, c'est plutôt quelque chose qui arrivait dans les années 80, ou c'était avant quand même? Alors, effectivement, je n'ai pas été complètement clair là-dessus. Oui, elles sont dès le début, elles sont posées dès le début, pas tout de suite, mais très rapidement, et de toute façon, après, elles sont à chaque reboot, et puis de façon assez régulière, parce que ça c'est un principe posé par un concurrent qui était Stan Lee chez Marvel, mais tout épisode est le premier épisode de quelqu'un. Donc, à intervalles réguliers, il faut redonner les origines, parfois au détour d'une case. Et donc, dans Year One, Frank Miller prend 4 épisodes pour re-raconter les origin stories de Batman, alors que jusqu'à présent, ça faisait jamais plus que 2 pages pour rappeler le truc. En faire toute une série montrant comment il devient, après ce traumatisme, comment il devient Batman,
C'est la première fois que c'est fait à cette échelle-là. Mais c'était un truc qui revenait régulièrement. Mais par exemple, dans les années 50-60, à un moment où Batman est tout rigolo, on va pas tellement revenir dessus. Et c'est quelque chose qui, même par la suite, dans les années 70, est évoqué, mais pas de façon très frontale. Miller, avant même de faire ces 4 épisodes, dans Dark Knight, on a la mise en scène d'un cauchemar de Bruce Wayne qui voit la silhouette du criminel, qui voit les perles du collier arrachées tomber, donc au ralenti, avec un effet de mise en scène, pour remettre en tête du lecteur que le traumatisme fondateur est là. Donc c'est quelque chose qui revenait et qui, à partir des années 80 de Frank Miller, est revenu même un peu trop souvent. C'est-à-dire que chaque auteur qui voulait laisser sa marque racontait ses origines, et c'était parfois en 3-4 cases. C'était pas toujours ni très utile, ni très intéressant. Mais ce qui se passe dans les années 80, c'est qu'elles sont remises au cœur du personnage, alors qu'on avait essayé de mettre un peu la pédale douce là-dessus. Parfois, c'est fait de façon marrante. Dans World Finest de Steve Rude et Dave Gibbons, où on a une histoire où Superman et Batman font équipe, on a en parallèle, en vis-à-vis, les origines, le traumatisme fondateur de Batman et celui de Superman, de façon muette sur 2-3 pages, et les deux, Clark Kent et Bruce Wayne, se réveillent en sueur, chacun dans son lit. Après cette narration parallèle qui permettait de poser les ressemblances et les différences des personnages, puisque l'histoire en question, justement, jouait sur les différences et sur ce qui les rapprochait. Mais voilà, dès le départ, de toute façon, oui, le traumatisme de Bruce Wayne, alors je ne sais plus si c'est dès le premier numéro, mais dans l'année qui suit, c'est expliqué. J'ai remarqué que ce soit au collège ou au lycée, c'est plutôt les garçons qui vont vers Batman. Comment vous pouvez expliquer qu'après tant d'années, Batman n'a pas vraiment séduit la jeune féminine, les filles par exemple? Alors, c'est pas si vrai, et la preuve en est qu'on a eu des questions pointues par des femmes. Donc il y a des lectrices de Batman, il y a des autrices de Batman, il y en a eu quelques-unes. Mais le fait est, c'est effectivement le ratio est plutôt en faveur des garçons. Batman, c'est un fantasme de puissance. Donc c'est quelque chose qu'on va plutôt cataloguer comme étant masculin. C'est le cow-boy justicier, on est dans le chevalier, ce genre de choses. C'est plutôt un fantasme masculin à la base. Il faut se rappeler que après la création de Superman en 38, de Batman en 39, c'est en 41, si je dis pas de bêtises, ou 42, que William Moulton Marston crée Wonder Woman. Et lui est psychologue et de profession, mais il s'intéresse à la bande dessinée comme moyen d'éduquer les jeunes. Et il se dit, mais bon, je prends un épisode de Batman, c'est souvent très bien fait, c'est très distrayant, mais 3 fois sur 4, on a Lois Lane attachée au rail par le méchant et Superman vient la sauver. Est-ce que c'est un modèle positif qu'on donne aux petites filles? Donc il crée Wonder Woman, vraiment dans cette logique-là, extrêmement féministe, de se dire, bon, maintenant c'est plutôt Steve Trevor qui va être attaché et Wonder Woman qui vient de le sauver, et qui vient le sauver. Bon, ce faisant, du coup, il a créé, enfin, on s'est aperçu 10 ans plus tard, même dès les années 50, il y avait des parodies BDSM de Wonder Woman. Stanton en produisait déjà dès les années 50. Mais il y avait cette logique-là, cette question-là a été posée dès le début par des auteurs, et c'est un certain nombre d'auteurs qui, au fil du temps, vont développer des personnages féminins. Il y a cette logique, on crée Batgirl pour avoir un pendant féminin. Ça marche pas si bien que ça. C'est souvent intéressant quand on crée un personnage de toute pièce pour avoir un personnage qui soit féminin et indépendant. Donc c'était Wonder Woman et d'autres. Ou des personnages sur certaines... la Veuve Noire, qui au départ était une méchante dans les Avengers, c'était une méchante de Iron Man, si je me souviens bien, qui va devenir un personnage positif et qui va devenir un personnage complètement iconique de Marvel. Et il va y en avoir un certain nombre d'autres comme ça. Mais c'est souvent à partir des années 80 ou 90 où il va y avoir une vraie réflexion là-dessus qui aboutit à la création, comme je disais, du personnage d'Oracle, cette femme en fauteuil roulant, qui pour le coup a très souvent été écrite par des femmes et est vraiment un modèle positif qui est vraiment très apprécié par les lectrices. Vers la même époque, il y a un personnage, si vous avez vu les Suicide Squad, le personnage d'Amanda Waller, cette femme noire un petit peu acariâtre, un peu autoritaire, qui est l'autre meilleur personnage, à mon sens, des années 90 chez DC,
qui, pareil, a été créé dans cette logique-là. On va avoir une femme racisée, déjà d'un certain âge, pas agréable, mais avec une volonté de faire, bon, une absence de scrupules parfois assez terrifiante, mais qui en fait un personnage extrêmement intéressant parce qu'on ne sait pas toujours, qui est en plus son milieu, on ne sait pas toujours, elle va souvent être dans le bon camp, mais elle fait tellement d'entorse à la morale que ça va devenir un moteur d'histoire aussi. Donc ces personnages-là existent, mais c'est vrai que bon, le moment où Batman a été créé, on est encore dans une logique où la culture pop dans son ensemble est plutôt dominée par des modèles masculins. 10 ans, même pas 10 ans, enfin 7-8 ans avant la création de Batman, on a quelqu'un qui signait C.L. Moore, qui écrivait dans les pulps, donc un des ancêtres des comics, c'était des revues dans lesquelles on publiait des romans d'aventure. Les personnages de détectives que je montrais, comme l'agent de la Continentale ou Sam Spade, ont commencé dans ce cadre-là. Conan le Barbare aussi a commencé dans ce cadre-là, c'était très masculin. C.L. Moore, c'était Catherine Lucille Moore, qui adore ce genre de littérature, écrit des aventures notamment de personnages féminins, comme l'escrimeuse Jirel de Joiry, mais qui, du coup, va signer d'un nom neutre, à tel point que même ses collègues auteurs découvrent en cours de route que c'est une femme. La plupart vont très bien l'accepter et l'un d'entre eux va même l'épouser. Mais c'est un personnage comme Jirel, par exemple, publié dans Weird Tales, magazine qui publiait Conan le Barbare, c'est déjà un peu une anomalie. Robert Howard, l'auteur de Conan, va créer une escrimeuse du même genre avec Agnès de Chastillon, qui ne sera pas publiée de son vivant. Et sa guerrière Sonia la Rouge, qui maintenant est un personnage de comics récurrent, connaîtra une seule aventure parce que le public est essentiellement masculin à l'époque. La féminisation du public va être lente, mais elle a toujours existé. Dès les années, dans les années 70, par exemple, une dessinatrice comme Wendy Pini est une fan de comics qui fait toutes les conventions, qui fait du cosplay d'ailleurs, c'est une des pionnières du cosplay, qui devient une autrice par la suite. Mais il y a, à l'époque, on va dire 5%, et le fait est, celles qui en lisent quand même vont pas se risquer dans les librairies ou les conventions qui ont l'air d'être un territoire masculin. Ça s'est quand même pas mal équilibré avec le temps, et justement, l'utilisation de personnages féminins intéressants dans les aventures de Batman ou dans d'autres comics du même genre font qu'il y a un rééquilibrage qui est pas fracassant, mais qui existe quand même. Même si, de toute façon, le personnage n'a pas été conçu fondamentalement pour les filles. Ça, c'est dans la tête des auteurs de l'époque. Ils écrivent pour un public de garçons, ils ont eux-mêmes des goûts de garçons, donc ça a été un travail de 2-3 générations pour commencer à sérieusement rééquilibrer les choses. Mais c'est un vrai sujet, hein. Et là, il y a énormément, parce que la profession se féminise aussi, dans la bande dessinée se féminise énormément, que ce soit aux États-Unis, au Japon ou en France, et ça pose ce genre de questionnement. Et même des autrices qui, au départ, vont écrire premier degré ces personnages-là comme les écrivaient les hommes, parce que c'est comme ça qu'on aura appris à faire, vont petit à petit glisser vers des choses plus engagées et plus intéressantes de ce point de vue. Merci beaucoup. Merci à vous. Galaxy Pop, la culture jusqu'au bout des ondes.